Édouard Carmignac, Monsieur le vice-président de la région Normandie, Monsieur le préfet, Madame la présidente de Time for the Ocean, Madame la vice-présidente également présente, et je voudrais saluer deux amis. D'abord Gérard Mestralet, en effet, avec lequel nous avons fait un travail formidable pendant la COP21, qui a été chargé de mobiliser tout le secteur économique, tout le secteur des entreprises. Et d'ailleurs, quand, dans le cadre du business dialogue, et nous nous sommes dit, si les entreprises basculent vers la lutte contre le réchauffement climatique, alors la partie va être gagnée. Parce que dès lors que ça coûte plus cher aux entreprises de ne rien faire que de faire, elles vont trouver intérêt à investir dans les filières, par exemple, de la croissance verte et des énergies renouvelables. Et donc, au lieu de considérer que l'environnement est l'ennemi de l'économie, on va réconcilier les entreprises, l'économie, la finance, en créant la finance verte, et par exemple en réussissant à mettre sur le marché les obligations vertes, et en mobilisant à la fois les très grandes entreprises, mais aussi tout ce réseau des PME qui sont particulièrement dynamiques en France et qui ont bien compris tous les avantages qu'elles pouvaient retirer d'une transition énergétique réussie. Et je voudrais saluer Yvon Lemao, qui est notre grand scientifique de l'Académie des sciences et qui va tout à l'heure parler, vous allez voir, il est toujours passionnant, on écoute ce qu'il a à dire comme des histoires. Et j'ai une affection particulière pour lui parce qu'il est spécialiste des manchots et en particulier du manchot royal. Donc, il va tout à l'heure, c'est toujours passionnant parce que c'est le biomimétisme. Et par exemple, je vais poser la question, mais je ne vais pas y répondre. Savez-vous pourquoi les manchots, qui, comme les autres d'ailleurs animaux, qui vivent en Antarctique, ne se gèlent pas les pattes? Comme extraordinaire, il fait parfois moins 50, même davantage. Eh bien, je laisserai Yvon Lemao répondre à cette question extraordinaire qui explique combien nous avons à apprendre des pôles, ce qui nous permettra de faire une transition très directe sur l'Arctique, puisque c'est ces quelques mots que je voudrais consacrer à l'Arctique. Alors, il y a énormément de choses à dire sur l'Arctique et sur l'Antarctique, c'est tellement passionnant. Donc, je vais choisir quelques éléments clés, peut-être, qui vous donneront envie d'en savoir plus et de partager cette passion sur la connaissance des pôles. D'abord, on a beaucoup parlé de l'océan, c'est près 71% de la surface de la planète. Océan d'ailleurs qui avait été oublié dans toutes les COP jusqu'à la COP 21. Nous avons réussi à réintégrer cette partie très importante. Je me suis interrogée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que l'océan, pendant plus de 20 ans, avait été oublié des négociations climatiques, alors que c'est 96% de la biosphère, que ça absorbe 26% du CO2, que ça produit la moitié de l'énergie vitale, parce que l'océan n'est pas habité. Donc l'océan n'est pas représenté. Donc il n'y avait pas monsieur le chef d'État ou madame la première ministre, gardez la parité, du continent océan, puisque l'océan n'est pas habité, donc l'océan était oublié, donc l'océan était considéré soit comme la poubelle, on a vu avec le plastique, soit comme un lieu de prédation, et donc la reconnaissance enfin du rôle de l'océan est absolument cruciale parce que c'est à la fois la principale victime du dérèglement climatique et sans doute là où se trouvent les principales solutions contre le réchauffement climatique. Et pour en venir à l'Arctique, l'Arctique c'est une toute petite partie de l'océan, c'est 1% seulement de l'océan. Et pourtant c'est un élément majeur de l'équilibre planétaire. Cette semaine, il y a eu malheureusement une nouvelle information, il y a même 48 heures, vous avez peut-être pu la découvrir dans la presse anglo-saxonne, où les scientifiques viennent de montrer que la partie du glacier de l'Arctique que l'on pensait la plus solide, la plus profonde, la plus stable, vient de se fracturer. Cette banquise, qui est parfois profonde de plusieurs kilomètres, vient de se fracturer et même de connaître une double fracture. Donc le réchauffement climatique des pôles, il est là et il s'accélère et il va même beaucoup plus vite que ce que les scientifiques avaient prévu il y a quelques années. Le réchauffement des pôles est 2 fois plus rapide que sur le reste de la planète. C'est-à-dire qu'on est sur des tendances de 5 à 7%, et alors qu'avec l'échelon planétaire, on est à 3%, et avec l'accord de Paris sur le climat, on essaye d'être en dessous des 2 degrés, si possible à 1,5% de réchauffement planétaire. Et c'est pour ça, Édouard Carmignac, que je voudrais saluer votre initiative, parce que la question de la photographie, c'est-à-dire la question du témoignage,
par rapport aux dégâts du réchauffement climatique est absolument essentiel. Photographie et cinéma. D'une certaine façon, les photographies sont les premiers lanceurs d'alerte. Et moi, je l'ai constaté en tant que présidente de la COP 21. Il y avait des mots très compliqués à comprendre, transition énergétique, biodiversité, même réchauffement climatique. Il n'y avait pas beaucoup de citoyens qui comprenaient ce que ça voulait dire. Et le jour où on a vu en image les ours faméliques sur des morceaux de banquise, n'arrivant plus à se nourrir et à pêcher, le jour où on a vu des manchots royaux mourir parce qu'ils étaient brûlés par le soleil, à ce moment-là, il y a une prise de conscience très forte de la population et des mots très complexes qui étaient utilisés et compris que par un petit nombre de personnes, tout d'un coup, sont venus dans le débat public. Et c'est très important que ça vienne dans le débat public parce que tous les citoyens ont quelque chose à faire pour lutter contre le réchauffement climatique et contre les dégâts de la pollution. Et le maire de Deauville nous citait à juste titre la question des déchets, la question du tri des déchets, la question de la responsabilité citoyenne à l'égard des déchets. Donc un réchauffement climatique qui est 2 fois plus élevé. Et qu'est-ce que ça provoque rapidement? D'abord, la fonte des glaciers qui provoque la hausse du niveau de la mer. On peut dire, c'est pas grave, la hausse du niveau de la mer, voilà, il y a un changement planétaire. Non, sauf que la hausse du niveau de la mer, ça provoque d'abord la disparition des États insulaires. Et pendant la COP 21, les prises de parole les plus poignantes, les plus dramatiques, étaient celles des chefs d'État des États insulaires. Par exemple, le chef d'État des îles Fidji, ils savent que leur pays va disparaître, va être englouti dans moins de 50 ans. Et ils ont déjà acheté des terres sur les continents pour pouvoir transporter les populations des États insulaires et pour pouvoir les sauver. Deuxième conséquence, il faut savoir que la moitié de la population mondiale vit, et notamment dans les mégalopoles urbaines, vit à moins de 100 km du bord de la mer. Ça veut dire qu'avec l'érosion des côtes, notamment tout l'ouest africain est très durement frappé par l'érosion des côtes, avec des villes qui tombent dans la mer, il va y avoir des déplacements massifs de population pour pouvoir se reculer des côtes, et donc là aussi des déstabilisations des États. C'est pourquoi j'ai souvent dit qu'il y avait un lien très direct entre la question de la sécurité mondiale et la question de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc érosion des côtes, migration climatique, disparition des États insulaires. On voit aussi quelque chose de très important, une modification profonde qui est en train de se passer, c'est la descente, la remontée vers le nord ou la descente vers le sud des stocks de poissons, 200 km tous les 10 ans, c'est-à-dire des espèces de poissons qui sont à une certaine latitude, se déplacent de 200 km tous les 10 ans pour accéder à des eaux plus fraîches. Qu'est-ce que ça veut dire, ces déplacements massifs? Ça veut dire que la première ressource alimentaire du monde, qui est la ressource halieutique, la ressource de poissons, va déstabiliser des populations qui devront aller de plus en plus loin pour pêcher, et donc ça ne sera plus possible. Sans parler bien évidemment des perturbations sur les écosystèmes et sur la biodiversité. Donc voilà, les pôles sont des lieux majeurs de l'équilibre planétaire pour toutes ces raisons. Et puis la deuxième grande modification, grande perturbation, c'est que la fonte des glaces et la fonte du permafrost, la fonte aussi des terres glacées, fait monter toutes les convoitises, toutes les ressources naturelles, toutes les ressources du sous-sol qui désormais deviennent exploitables. Avant c'était impossible, il faisait trop froid, la glace était trop épaisse, etc. Aujourd'hui, quand on sait que l'Arctique, dans quelques années, ne sera plus du tout gelé pendant 4 à 6 mois au cours de l'année, ça veut dire des perturbations économiques considérables, mais aussi des opportunités. Moi, je crois qu'il ne faut jamais tenir un discours uniquement catastrophiste. Il faut se dire aussi que l'Arctique, contrairement à l'Antarctique, est un espace habité. Il y a 4 millions de personnes. Ce n'est pas beaucoup, 4 millions de personnes, mais c'est beaucoup en termes qualitatifs. Je vais y revenir parce que ce sont des peuples autochtones qui ont beaucoup à nous apprendre. Et ces peuples autochtones aussi, je les ai rencontrés, les Inuits, les Samis, les Yakoutes, ils nous disent, nous, on n'a pas un niveau de vie très élevé, on a un potentiel de développement économique, au nom de quoi vous allez nous interdire de développer ce potentiel économique?
C'est ça tout l'enjeu des négociations climatiques dont j'ai la charge aujourd'hui, c'est de se dire, bon, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, mais il faut absolument mettre des règles dans ce développement économique, sinon on aura soit des conflits, on voit déjà émerger des conflits entre la Russie et la Chine, soit de l'anarchie, soit des prédateurs qui vont faire n'importe quoi, soit des risques de pollution. Alors, par exemple, dans la réunion récente sur ce qu'on appelle le Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire qui réunit les 5 pays riverains de l'Arctique, dans lequel la France est présente en tant que pays observateur, j'ai eu l'occasion de dire nous devons interdire, en accord avec les Norvégiens, interdire le transport de fioul lourd sur l'Arctique. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que, avec la fonte des glaces, de nouvelles routes marines sont en train de s'ouvrir. Ces nouvelles routes sont extrêmement convoitées par les Russes, parce que c'est eux qui sont le principal pays qui est au bord de ces routes maritimes. Et ces routes maritimes sont beaucoup plus courtes que lorsqu'il faut passer par le canal de Suez ou par le canal de Panama. Et donc cette économie de transport fait que, aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de règles internationales sur l'utilisation des routes maritimes, il faut absolument mettre ces règles parce qu'il y a des risques de collusion, des risques de perturbation des écosystèmes, de risques de pollution, et par conséquent, la communauté internationale, même si elle intervient très tardivement par rapport au dérèglement climatique, doit absolument peser pour mettre des règles internationales. On observe également aussi, vous avez peut-être vu les articles sur le Groenland, que la fonte des glaces permet d'aller chercher du pétrole, donc des énergies fossiles, donc c'est contraire à tout ce qu'on fait sur le réchauffement climatique, mais comment est-ce qu'on va empêcher ces exploitations de se faire? Et puis des terres rares, des métaux précieux, un potentiel encore inexploité, comme si aujourd'hui finalement l'Arctique c'était une nouvelle Eldorado, sauf que il faut là aussi une réglementation internationale, au moins une réflexion internationale, car contrairement à l'Antarctique, où il y a déjà un traité international qui fait de cet espace un espace de protection de l'environnement, ce n'est pas du tout le cas sur l'Arctique. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle aussi tout ce travail des chercheurs français est extrêmement important, parce que nous avons beaucoup à apprendre de la question du dérèglement climatique au pôle. Ça nous apprend aussi tout ce qui se passe sur le reste de la planète. Ce qui se passe au pôle a un impact direct, comme je l'ai montré tout à l'heure, y compris sur les îles des Caraïbes ou sur le Sahel, et on voit un impact direct parce que tout l'océan est unique. On dit souvent les océans, non, c'est l'océan au singulier qu'il faut dire, parce que tous les océans, toutes les parties de l'océan communiquent les unes avec les autres, et cela de façon extrêmement rapide. Alors pour terminer, pourquoi est-ce que la mobilisation des chercheurs est importante et pourquoi est-ce que la parole de la France est importante? La France a une parole qui pèse. C'est étonnant parce que tout à l'heure quelqu'un me demandait là dehors, mais la France n'est pas un pays polaire, pourquoi il y a une ambassadrice des pôles et qu'est-ce que la France vient faire là-bas? Bonne question, parce que nous ne sommes pas pays limitrophes, même si Saint-Pierre-et-Miquelon se rapproche du cercle polaire. D'abord, la France est très respectée parce que nous avons une communauté de chercheurs, de 400 chercheurs, et notamment l'Institut polaire, le CNRS, le Muséum d'histoire naturelle, l'Université de Strasbourg, le Centre de Strasbourg. Et j'ai coutume de répondre, j'ai cherché longtemps une réponse, je dis la France n'est pas un pays arctique, mais c'est un pays polaire. Non pas parce qu'il fait très froid, mais c'est un pays polaire d'abord parce qu'elle a une tradition historique extraordinaire, des grands explorateurs français qui ont marqué l'ensemble de l'histoire des pôles, comme Dumont d'Urville, Charcot, Paul-Émile Victor, Jean Mallory, Jean-Louis Etienne, Yvon Lemao, Claude Lorius aussi, qui a été l'inventeur des carottes glaciaires, c'est-à-dire quelque chose qui est unique au monde, qui est aujourd'hui d'ailleurs convoité par les autres communautés de chercheurs, comme le rappelait tout à l'heure Yvon Lemao, et par conséquent, on est très respecté à l'échelle internationale parce que nous avons cette densité, ce savoir-faire et que nous investissons très fortement.
et notamment avec le GIEC. C'est la France qui a payé le rapport du GIEC sur l'océan parce que nous considérons que toutes les questions maritimes, et notamment que toutes les questions de biodiversité maritime, sont absolument cruciales. Ensuite, nous avons donc les négociations internationales. D'abord, faire en sorte que l'accord de Paris s'applique. Alors c'est un vrai combat, hein, avec Trump qui relance le charbon, l'Allemagne qui relance le charbon, l'Australie qui vient de renoncer à l'application de l'accord de Paris. Il faut en sorte que les choses se délitent un peu, qu'il va falloir quand même remettre que l'Organisation des Nations Unies tape un peu du poing sur la table parce qu'on se rend compte que derrière la compétition autour de la reprise des productions des énergies fossiles, il y a quand même un gros danger qui se profile à l'horizon. Donc il faut en revenir vraiment à l'esprit et à l'application de l'accord de Paris, et notamment à la réduction des productions des énergies fossiles. C'est très important. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans le Conseil de l'Arctique, que nous puissions faire valoir les résultats de la recherche pour que la communauté internationale, les pays riverains de l'Arctique, acceptent de mettre en place des règles de développement durable par rapport à la valorisation des nouvelles ressources qui sont aujourd'hui exploitables à cause de la fonte des glaces. Donc la France est un pays observateur, la France est un pays dont la parole pèse. La France a une base scientifique au Svalbard. Je suis allée avec Jean-Louis Etienne et avec Gilles Boeuf, et on a rencontré des chercheurs français qui sont parmi les plus performants au monde et qui sont notamment les chercheurs du CNRS de Chizé sur les oiseaux. Et qu'est-ce qu'on a observé au Svalbard, c'est-à-dire près du cercle arctique? C'est que 80% des oiseaux marins ont des déchets plastiques dans l'estomac. Et ça, il faut bien comprendre que la pollution, même ici sous nos latitudes, a un impact très rapide sur l'ensemble de la planète. Et on considérait avant qu'il y avait des zones comme ça extrêmement protégées, mais non. Non, la contamination par la pollution est très rapide. Et finalement, la planète, c'est un tout petit village dont nous devons absolument prendre soin. Pour terminer, je voudrais dire qu'au fond, on tire la sonnette d'alarme, on est inquiet de voir tout ce qui se passe. Mais la nature humaine, ça peut faire sortir le meilleur ou le pire. Il ne faut jamais rester sur des postures de dénonciation, sur des postures catastrophistes. Il faut se dire, mais non, l'intelligence humaine va quand même s'arracher et puis être peut-être plus forte que les pesanteurs ou que les prédateurs. Et c'est ça que nous avons à faire. Et moi, j'ai confiance. Quand je vois la qualité de la recherche, quand je vois la qualité de nos entreprises qui investissent, quand je vois la qualité des responsables politiques, quand je vois la qualité des fondations et des ONG, je me dis quand même, avec toute cette intelligence humaine et toute cette connaissance, espérons que le meilleur l'emporte sur le pire. Et vous y contribuez ici, la Fondation Carmignac et l'association, le maire de Deauville, en accueillant cet événement, ce ministre qui est très impliqué sur les énergies renouvelables, qui est allé en Nouvelle-Calédonie, notamment dans tous ces secteurs éloignés de la métropole où l'on voit aussi l'impact du dérèglement climatique. Et vous aussi qui êtes présents dans cette salle, vous avez un rôle à jouer, parce que déjà si vous êtes là, c'est que vous avez envie de comprendre, que vous avez envie de connaître, que vous avez envie d'en savoir plus, donc que vous avez aussi envie d'être citoyen de cette planète, et soyez-en remerciés et félicités.